Yeah. How long ago did you find him, Stacy? As soon as I pulled into the park, I saw his truck. As soon as I pulled down, I could see him laying on the ground. And I stopped my car, and I jumped out, and I ran around. As soon as I saw him, I called 911. L'enregistrement que vous venez d'entendre est l'appel désespéré de Stacy Shuck. Alors qu'elle s'apprête à retrouver Richard, son mari, dans un parc pour échanger les cadeaux de Saint-Valentin, ce ne sont pas des ballons en forme de cœur, des pétales de rose ni une nappe de pique-nique joliment décorée pour l'occasion qu'elle découvre, mais le cadavre de son mari dans une mare de sang, le corps transpercé par plusieurs balles. Cet enregistrement déchirant, reçu par le 911, marque le début d'une enquête compliquée qui va mettre en lumière un complot funeste. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener cette enquête spéciale Saint-Valentin. Au passage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire connaître la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Une Saint-Valentin mortelle. La Saint-Valentin, célébrée chaque année le 14 février, est une fête qui tire ses origines des traditions chrétiennes et romaines. Elle est devenue au fil des siècles un véritable symbole de l'amour et de l'affection. Célébrée par les couples comme les amis et est devenue plus qu'une simple occasion de partager des chocolats et des fleurs. Au-delà de l'aspect commercial, elle invite chacun à célébrer l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit romantique, amical ou même familial. Pour notre affaire du jour, nous nous rendons aux États-Unis dans l'État de Géorgie. C'est le 14 février 2010. Ce jour-là, c'est au tour de Stacy Shuck de s'occuper de ses grands-parents âgés et malades qui habitent à Cleveland. Elle est débordée, mais puisque c'est aussi le jour de la Saint-Valentin, elle prévoit de passer un moment privilégié avec son mari Richard. Malgré leurs emplois du temps respectifs qui sont chargés, le couple se donne un rendez-vous romantique vers 21h pour échanger leurs cadeaux et leurs cartes de vœux. Ils doivent se retrouver dans le Belton Bridge Park, à Lula, un parc sympa, plutôt isolé, au bord de la rivière Chattahoochee, qu'ils ont découvert il y a quelque temps en faisant de la moto, qui est leur passion commune. Richard est initialement censé récupérer Stacy chez ses grands-parents pour l'emmener au parc. Mais l'infirmière qui veille sur les deux personnes âgées en son absence tarde à arriver, alors Richard devance Stacy, il va l'attendre directement au parc. Quelques minutes plus tard, Stacy arrive enfin sur les lieux du rendez-vous pour retrouver son mari, toute contente de ce moment qu'ils vont passer à deux. C'est là qu'elle le découvre inanimé, gisant sur le sol à côté de sa camionnette, une Ford F-250. La porte de la camionnette est entrouverte, la clé est toujours sur le contact et les phares allumés. Elle appelle le 911, mais malheureusement, quand ils arrivent, il n'y a plus rien à faire pour Richard. Il est mort des suites de 5 blessures par balle, 2 dans l'abdomen, 1 dans la poitrine et 2 dans la tête. La vie de Richard Shuck, 45 ans, vient de s'arrêter brutalement. Son épouse Stacy, 38 ans, est désormais veuve. Quel drame a bien pu se jouer dans ce parc isolé à l'abri des regards ce soir de Saint-Valentin 2010? Essayons d'en apprendre un peu plus d'abord sur la famille Shuck. Une famille recomposée idéale. Stacy et Richard, c'est la belle histoire d'une famille recomposée qui a tout de la famille modèle. Quand le couple se rencontre, Stacy a déjà été mariée 4 fois par le passé et a 3 fils de ses précédentes unions. 3 enfants que Richard accueille dans sa vie à bras ouverts. Il les traite comme ses propres enfants et les aime comme un père. Après son mariage avec Stacy, il va même jusqu'à adopter 2 des 3 garçons de Stacy. Alors, pourquoi 2 seulement et pas les 3? Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé la réponse, mais il se trouve qu'un des fils de Stacy était le seul qui était toujours en contact avec son père biologique, contrairement aux 2 autres. Donc, il avait déjà un père, et à mon avis, c'est peut-être pour ça que Richard n'a pas pu l'adopter lui aussi. En tout cas, Richard, c'est un beau-père merveilleux. Il s'implique beaucoup dans l'éducation des garçons, et il travaille comme directeur des installations dans un bâtiment médical. Il est diplômé aussi en graphisme, il est sportif, passionné de montgolfière et de moto. Son entourage personnel et professionnel l'apprécie beaucoup
et on ne lui connaît aucun ennemi. Stacy, elle, est administratrice dans une prestigieuse clinique médicale spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale à Snellville. Ce qui ressort dans la dynamique du couple, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires. Stacy, c'est une femme de nature très organisée, un peu rigide, sérieuse, et qui aime avoir le contrôle. Tandis que Richard, c'est plutôt l'inverse, le mec drôle qui vraiment sait détendre l'ambiance, qui ne se prend pas trop au sérieux. C'est un bon vivant, et ensemble, ils ont une passion commune pour la moto et pour le scoutisme, et ils ont aussi plusieurs projets immobiliers communs, puisqu'ils ont des biens immobiliers qui le louent pour gagner de l'argent. Donc a priori, pas d'ombre au tableau. Une enquête complexe. L'enquête est menée par le lieutenant Dan Franklin du bureau du shérif. Sur la scène de crime, il fait plusieurs constatations. Le sol est boueux et il voit plusieurs traces de pneus. Celle de la voiture de Richard, celle de la voiture de Stacy, c'est logique, mais il décèle aussi d'autres traces provenant des pneus d'un autre véhicule qu'il identifie comme étant de la marque Goodyear Integrity. D'après les experts qui analysent ces traces, le véhicule du suspect serait arrivé avant la camionnette de Richard et serait reparti juste après la fusillade, de quoi laisser penser que le tireur serait arrivé en avance pour guetter l'arrivée de sa victime. On aurait donc affaire à un acte organisé et prémédité. Cependant, la thèse du vol est rapidement écartée par le lieutenant Franklin. Les effets personnels de Richard sont restés sur place, rien n'a été dérobé, ni sa montre, ni son portefeuille. Et puis, rappelez-vous, le moteur de la camionnette était encore allumé quand Stacy a découvert le corps. Il aurait été facile pour un malfaiteur de voler le véhicule dont la clé est sur le contact. Lors de sa déposition sur la scène de crime, Stacy est très transparente et honnête avec les enquêteurs. Elle leur dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Elle déclare entre autres qu'elle a une relation extra-conjugale depuis 6 mois avec un collègue du nom de Juan Reyes, un homme en instance de divorce et père de famille. Selon elle, leur relation est sérieuse. Stacy aime Juan et elle le couvre de cadeaux. Elle lui aurait offert entre autres une voiture, des voyages et un téléphone portable. Et il se trouve qu'elle aurait brièvement parlé avec lui du rendez-vous qu'elle avait avec son mari le jour de la Saint-Valentin. Donc, il était au courant que Richard serait là à cette heure-ci dans le parc. De plus, il se trouve que Juan loue un des biens immobiliers des Chuck. Voilà, donc une première piste à explorer, Juan Reyes aurait pu vouloir éliminer la concurrence. Pourquoi pas tuer Richard pour pouvoir enfin vivre au grand jour sa relation avec Stacy. Les enquêteurs interrogent Juan. Il confirme, sans détour, sa relation avec Stacy, mais il nie toute implication dans la mort de Richard. Il a passé toute la soirée du 14 février chez lui, en compagnie de sa future ex-femme et de ses enfants. Sa famille confirme son alibi. Il va même jusqu'à passer le test du détecteur de mensonges qu'il réussit avec succès et il est mis hors de cause. Donc là, il y a certes un suspect en moins, mais l'enquête n'avance pas vraiment, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres suspects en vue, jusqu'à ce que les investigateurs reçoivent l'appel d'un technicien du service informatique du centre médical où travaille Stacy. Il explique être chargé d'effacer les spams sur la boîte mail des employés du centre médical et qu'il a remarqué que la messagerie de Stacy a été complètement vidée le week-end du crime. Il trouve cela bizarre puisque c'est la première fois que Stacy supprime des messages de sa messagerie personnelle. Et on est d'accord, des messages qui disparaissent comme ça, c'est louche. Alors les autorités demandent un mandat de perquisition et parviennent à récupérer les courriels effacés de Stacy, dont 2 messages qui les alertent en particulier, dans lequel la femme demande à son banquier de transférer un total de $10 000 à une certaine Linitra Ross. Mais alors, qui est cette femme ? Linitra, c'est une des collègues de Stacy, et elle loue aussi un des biens immobiliers des Chuck. L'argent que lui aurait transféré Stacy servirait à couvrir des frais de travaux de plomberie effectués dans le logement qu'elle loue. Encore une fois, on a une explication plausible, la piste Linitra s'arrête net. Il y a certes eu un transfert d'argent, ce qui habituellement peut sembler étrange, mais là clairement la raison semble tout à fait valable. La propriétaire finance des travaux dans son bien en location, rien d'anormal. Vous devez vous dire que cette affaire-là, ça tourne un peu en rond, mais attendez, parce qu'il y a un ultime rebondissement qui va définitivement tout changer. Une cousine de Stacy, Connie Hearn, qui s'occupe aussi des grands-parents âgés, appelle le lieutenant Franklin pour lui dire que le soir du meurtre,
Elle a remarqué que la voiture de ses grands-parents, une Chevrolet Impala, avait mystérieusement disparu et qu'après le meurtre, Stacy a déclaré avoir vendu le véhicule pour payer les divers frais médicaux du papy et de la mamie. Le lieutenant Franklin part à la recherche de cette voiture vendue et la retrouve, et pas n'importe où, devant chez Linitra Ross. Il s'empresse de demander l'analyse des pneus et ça match. Les pneus sont des Goodyear Integrity, comme les empreintes retrouvées sur les lieux du crime, et ça correspond exactement à l'empreinte des pneus de la voiture. C'est dans cette voiture que s'est déplacé le tueur de Richard. Et voilà qu'on revient à la case départ, c'est-à-dire Stacy. Il n'y a pas de véritable preuve contre elle, mais des suspicions. Il en faut plus pour envisager de l'arrêter. Mais les policiers ont la très forte intuition qu'elle est impliquée. Les enquêteurs demandent alors aux opérateurs téléphoniques la longue liste des appels passés à proximité du parc de Belton Bridge, le soir de la Saint-Valentin. Ils prennent cette longue liste de numéros de téléphone et la comparent avec les contacts téléphoniques de Stacy. Et grâce à cette comparaison, ils repèrent 2 contacts. Celui de Linitra Ross, encore elle, rappelez-vous la collègue et locataire de Stacy, et un certain Reginald Coleman, surnommé Reggie, dont on entend parler pour la première fois. En fait, Reggie, c'est une vague connaissance de Stacy. Il est coach personnel et ancien boxeur. Il est intervenu sur son lieu de travail pour des séances de coaching pour le personnel. Donc Stacy et 2 de ses connaissances, Reggie et Linitra, ont plusieurs fois échangé par téléphone le soir du meurtre, près des lieux du crime. Les enquêteurs savent cette fois qu'ils tiennent quelque chose. Et un peu plus de 3 mois après le meurtre de Richard, Stacy et ses potentiels complices sont arrêtés pour être interrogés au sujet du meurtre. Le 25 mai 2010, ils sont tous les 3 appréhendés dans une grande opération coordonnée. Reggie à son domicile à 7h30 du matin, Linitra dans son appartement à 9h15 et Stacy sur son lieu de travail à 13h15 après qu'elle se soit barricadée dans une pièce du centre médical pour ne pas se faire prendre. Donc c'est clairement la réaction de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. En tout cas, c'est un sacré coup de filet pour les autorités qui ont vraiment organisé ces 3 arrestations dans le but que les 3 suspects ne communiquent pas l'un avec l'autre avant l'arrestation. Stacy, Linitra et Reggie sont interrogés au sujet de ces appels passés à proximité des lieux du crime vers l'heure du crime estimée entre 20h40 et 21h. Sous la pression de l'interrogatoire, Stacy, elle craque et raconte absolument tout dans les moindres détails. Au début, il était prévu que Richard passe chez ses grands-parents pour la récupérer et l'emmener au parc. Mais c'est elle qui l'a incité à aller seule au parc pour l'attendre, prétextant que l'infirmière de ses grands-parents avait du retard et qu'elle le rejoindrait directement là-bas. Tout ça pour qu'il tombe dans le guet-apens qu'elle lui a tendu. Effectivement, Stacy explique qu'elle aurait comploté contre son mari avec la complicité de Linitra et Reggie pour commettre l'assassinat. Voilà comment tout aurait commencé. Linitra et Stacy sont collègues au Georgia Spine and Neurosurgery Center, un centre hospitalier à la pointe de la technologie, spécialisé dans la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. Stacy, elle y travaille comme administratrice, et Linitra est la chef de bureau, donc elle se côtoie régulièrement. Stacy aurait fait part à Linitra de son envie de faire tuer son mari. Elle aurait raconté que Richard maltraiterait ses fils, lui disant qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle a déjà vécu 4 précédents divorces et ne souhaite pas s'embourber de nouveau dans ce genre de procédure. Elle, ce qu'elle veut, c'est tuer son mari pour passer rapidement à autre chose. Et Linitra, plutôt que de la raisonner, elle lui aurait conseillé de faire appel à son compagnon et père de son enfant, Reggie, qui, selon elle, accepterait sûrement de tuer contre de l'argent. À partir de là, Linitra organise une entrevue entre Stacy et Reggie. Ensemble, ils mettent au point le plan macabre. Stacy propose à Reggie, en échange de sa participation au meurtre, la Chevrolet Impala de ses grands-parents, un logement gratuit à vie pour Linitra et 10 000 $ en espèces. Oui, les fameux 10 000 $ que Stacy avait déclaré avoir donné à Linitra pour des soi-disant travaux de plomberie dans l'appartement. Reggie accepte le deal et tous les 3 vont sur le futur lieu du crime pour faire du repérage. Initialement, il était prévu que Reggie fasse passer le meurtre pour un cambriolage qui a mal tourné, mais dans le feu de l'action, il a oublié de voler les effets personnels de Richard, ce qui a mis à mal leur plan initial. Et c'est ainsi que le 14 février, Reggie se planque dans le parc en attendant l'arrivée de Richard.
Vers 21h, il abat sa victime de sang-froid. À 21h40, Reggie appelle Linitra pour lui indiquer que c'est fait, que Richard est mort. Juste après, Linitra, elle, envoie un SMS à Stacy dans lequel elle écrit « J'ai oublié de te dire que j'arrive tard demain, au fait, bonne Saint-Valentin ». Sachant que le « au fait, bonne Saint-Valentin » est un code entre elles pour dire que Robert est mort et que Stacy peut donc aller le retrouver dans le parc pour faire semblant de le découvrir et appeler le 911 avec des larmes et des cris, comme vous avez pu l'entendre sur l'enregistrement initial que je vais vous remettre. Yeah. How long ago did you find him, Stacy? As soon as I pulled into the park, I saw his truck. As soon as I pulled down, I could see him laying on the ground. And I stopped my car, and I jumped out, and I ran around. And as soon as I saw him, I called 911. Stacy désigne donc Reggie comme le tireur, celui qui a pressé la détente à 5 reprises sur le pauvre Richard Schuck, dont 2 tirs directement sur son visage. Linitra Ross est complice du crime pour avoir fait les présentations entre Stacy et Reggie et avoir participé à la mise en œuvre du plan. Stacy, elle, est le cerveau du crime, celle qui a élaboré tout le plan. Le mobile du meurtre reste flou puisque Stacy donne des versions différentes. À Carol Fillingham, la sœur de Richard, elle déclare qu'elle voulait se séparer de lui mais qu'elle craignait de perdre la garde de ses fils en cas de divorce puisque, rappelez-vous, il en avait officiellement adopté 2 légalement. Au lieutenant Franklin, elle explique avoir voulu tuer Richard car elle croyait qu'il maltraitait physiquement ses fils. Ces maltraitances supposées ont fait ressurgir en elle des souvenirs douloureux de son enfance et ça l'aurait poussée à agir vite et de façon déraisonnable. Je précise cependant pour la mémoire de Richard que ces accusations de maltraitance se sont avérées totalement fausses. Il était un homme bon qui n'a absolument jamais été violent envers ses enfants. Et cela n'a pas été spécifié par les enquêteurs dans leur communiqué concernant cette affaire, mais j'ai appris durant mes recherches que Richard avait souscrit à une assurance vie d'une valeur de 500 000 $ en faveur de sa femme. Alors je me demande aussi si l'argent n'aurait pas pu être immobile quand on sait que certains se font tuer pour bien moins que ça. Stacy et Reggie plaident tous les 2 coupables de meurtre. Linitra, elle, n'avouera jamais les faits. Stacy passe un accord avec le procureur Lee Darragh, elle accepte de témoigner contre Linitra au cours du procès de cette dernière pour s'éviter la peine capitale. Et finalement, les 3 coaccusés écopent chacun d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est parfait, la même peine pour les 3, comme ça, pas de jaloux. À l'unanimité, Richard était un homme au grand cœur. Et pour preuve, le soir de son meurtre, avant de se rendre au rendez-vous avec Stacy, il avait passé des heures dans sa cuisine pour concocter un repas surprise de Saint-Valentin pour sa femme et ses grands-parents. Cet homme aimant et bienveillant a été trahi par la femme qu'il aimait en ce jour si spécial de Saint-Valentin. Plutôt que de le quitter et de refaire sa vie comme elle l'a déjà fait par le passé, elle a cruellement décidé de l'éliminer, de le faire disparaître pour toujours. Voilà, c'en est fini pour l'affaire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Linitra. Alors je vous avouerai qu'autant la trahison de Stacy envers son mari est horrible, autant moi j'ai vraiment du mal à comprendre le comportement de Linitra en particulier. Sa collègue veut tuer quelqu'un, et pour elle, pas de souci, tout est ok, et elle lui conseille même d'engager Reggie, qui est son compagnon à l'époque et le père de son enfant. Elle les met tous les 2 dans des sacrés problèmes. Elle et son conjoint se retrouvent en prison pour le restant de leur jour, et leur enfant, on ne sait pas ce qui lui arrive. Je n'ai pas réussi à trouver ce qui est devenu leur enfant, mais à mon avis, ça a dû le détruire psychologiquement de voir ses 2 parents aller en prison. Linitra, par son intervention, a détruit sa vie et celle de ses proches. Attention, ça n'enlève en rien la responsabilité de Reggie, qui est responsable de ses actes, mais s'il n'y avait pas eu Linitra, Reggie n'aurait jamais été mis en contact avec Stacy. Vraiment, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Je m'excuse aussi pour ma voix qui est un peu bizarre, je suis un peu malade, donc forcément ma voix est un peu étrange, mais ne vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut pour aller mieux. En tout cas, nous on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, à bientôt!